Bonjour les fous de la food. Ici, c'est Virginie Legrand, chef à domicile épicurienne et hyperactive avec un parcours très atypique. Dans mon podcast, Passion sans modération, vous retrouverez tous les 15 jours des personnalités implantées dans la gastronomie d'aujourd'hui, des vrais amoureux du goût et de la vraie cuisine, des experts, tous enrobés d'une passion communicative. On parlera terroir, saveurs, créativité, artisanat. On vous racontera des histoires qui croustillent, des initiatives qui pétillent et qui font briller les yeux. Et on en a bien besoin aujourd'hui. Dans ce podcast, vous allez rencontrer des passionnés qui aiment partager, des entrepreneurs qui aiment se renouveler. Vous allez pénétrer dans les coulisses d'un monde délicieux, nourri aux convictions individuelles et aux engagements collectifs. Vous êtes curieux ? Alors installez-vous à notre table et on va se régaler tous ensemble. La gastronomie n'est pas qu'une assiette, c'est une vision, un lieu, une expérience, une manière d'habiter le monde. J'anime, il s'exprime, vous écoutez. Et nous partageons une conversation 3 étoiles ensemble. Des interviews aux petits oignons, des confidences épicées, un franc-parler sans indigestion. Bienvenue dans un podcast vitaminé où le goût devient un langage et la passion un engagement. Aujourd'hui, autour de cette table, 4 personnalités engagées incarnent chacune un pan de la foodosphère, l'hospitalité, l'événementiel, le beau, le bon, la transmission, l'essence. Aujourd'hui, mes invités sont Olivier Sibuet, fondateur de FetChef, une plateforme innovante qui facilite la création d'événements sur mesure, simplifie les réservations et élimine le gaspillage. Bonjour Olivier. Bonjour. Caroline Blancpain, architecte d'intérieur spécialisée en hospitality, ce qui veut dire qu'elle accompagne les chefs et entrepreneurs dans l'hôtellerie, restauration, commerce et même bureau dans la création de lieux qui racontent des histoires. Bonjour Caroline. Bonjour. Caroline Mignot, journaliste gastronomique et experte en dégustation et en olfaction. Elle décrypte les goûts, les odeurs et organise des ateliers sensoriels. Bonjour Caroline. Bonjour. Et Jean-Eudes Bernard, fondateur du Sacré Frenchy, un restaurant-bar événementiel en plein centre de Paris que j'ai testé plusieurs fois. Bonjour Jean-Eudes. Bonjour Virginie. Alors, Olivier, je commence avec toi. Quel type d'événement peut-on organiser via FetChef et à qui s'adresse réellement la plateforme que tu as mise en place ? Alors la plateforme, je dirais qu'elle est là pour faciliter la mise en place d'événements corporate ou particuliers, ça peut être les deux, parce que sur la plateforme, en fait, on va retrouver des restaurants qu'on pourrait privatiser aussi, on va pouvoir trouver des traiteurs, des chefs à domicile, et sur la partie événementielle, petit à petit, on va trouver des lieux privatisables, des talents qui peuvent être des décorateurs, fleuristes, musiciens, artistes, animateurs, photographes, vidéastes, tout ce qu'il nous faut en fait pour créer un événement et le vivre ensemble. Et comment tu sources ? C'est des gens qui viennent à toi, c'est des gens que tu vas chercher ? Alors, c'est, je dirais, le plus difficile de notre métier, d'aller chercher les talents là où ils sont, des passionnés comme toi. Et c'est ça qui fera la différence au final, qui donnera une âme, une couleur à l'événement. Parce que lorsqu'on a la passion et l'âme de ce qu'on fait, enfin l'amour de ce qu'on fait, il y a toujours un petit plus. C'est un peu le secret. Donc là, aujourd'hui, on va chercher, mais petit à petit, et la plateforme a été construite aussi pour ça, on invite nos partenaires à parrainer leurs amis, les gens de talent, parce qu'on ne peut pas connaître tout le monde. Et puis petit à petit, finalement, la communauté va grandir avec du bouche à oreille digital ou humain qui va faciliter la création d'une belle communauté, finalement, et justement donner matière à vivre des beaux événements. Ensemble. Ensemble. Tu le dis souvent. Du coup, comment elle se construit, cette plateforme ? Comment ça marche ? Moi, je sais que j'y suis, j'ai pris du temps. Oui. Comment ça se passe ? Alors concrètement, pour un partenaire, c'est très simple. Alors on lui explique déjà ce qu'est FetChef, parce que c'est une vitrine digitale qui permet à chaque partenaire de présenter ses offres, ses services et de donner envie à distance. Ensuite, ça intègre aussi un outil de réservation, c'est de la réservation de services, pour telle date, telle heure. Enfin, ça permet aussi de commander directement les services à distance, comme si c'était à la carte, ou des menus, ou packagé si c'est du service. Ça remplace finalement les devis. C'est ce qui fait gagner beaucoup de temps en termes d'orgas, d'administratif. On n'a plus besoin de suivre les factures, parce que c'est payé, facturé d'avance. Il y a un système de garantie qui permet d'engager le client aussi sur une date. Et puis, finalement, voilà, on est dans un mode où, aujourd'hui, on ne fait pas payer d'abonnement pour accéder à la plateforme. Donc, la vitrine digitale, on l'offre. L'outil de réservation, on l'offre aussi. Donc, la mise en relation, on l'offre aussi. On n'interdit pas les clients et les partenaires de discuter ensemble en amont.
On fait le pari que finalement c'est aussi notre outil de commande qui remplace les devis et qui fait gagner énormément de temps à l'organisation et sur lequel on se rémunère, mais de façon très modeste, je dirais, parce qu'on prélève 5,5%, tu vois. Et c'est ça qui va finalement permettre de rémunérer la plateforme juste ce qu'il faut, mais pour laisser la valeur là où elle est finalement. La valeur, elle est là, c'est le partenaire finalement. C'est lui qui va travailler le plus. Nous, on est un facilitateur de mise en relation. Donc après, comment ça se passe ? On accompagne chaque partenaire qui s'inscrit sur la plateforme pendant une session d'environ 2 heures où il comprend tout, comment ça fonctionne, comment on configure l'offre, son calendrier, ses offres, etc. C'est hyper simple. Enfin, tout le monde nous le dit et c'est appréciable. Merci. Jean-Eudes, alors on parlait de restauration, je passe la main. Comment est née l'aventure Sacré Frenchy ? Alors, au début, c'est une aventure musicale, parce que j'avais lancé des fêtes avec que de la musique française. Le concept, c'était toute la musique que tu veux entendre, mais que tu n'oses pas demander au DJ. C'est génial. Donc, ça a plutôt bien marché. Et donc, j'ai eu pas mal de lieux. J'avais un lieu qui s'appelait le Globo. C'était beaucoup de musique française, etc. Et il y avait une vraie demande pour la musique française, et j'ai décidé de décliner au-delà de la musique française, la restauration française. Et donc j'ai eu l'idée de lancer un restaurant où il y avait aussi de l'événementiel, du coup, pour mixer un peu aussi bien la nourriture française que la musique française. Donc c'est une expérience un peu globale, un peu sur le modèle, alors c'est plus ou moins sur le Hard Rock Café. En gros, le Hard Rock Café, vous allez dans un Hard Rock Café, vous êtes dans l'Amérique, bon, plutôt Trump que John Kerry, mais moi, le Sacré Frenchy, l'idée, c'est que ça soit une vitrine un peu de aussi bien la restauration, l'événement et la fête française. Donc, tout est basé autour de ça. J'ai vu que tu fais des soirées jazz le jeudi. Exactement. Le jeudi, on a une jazz jam, donc avec une tête de gondole qui s'appelle David, qui vient avec plein de musiciens. Et il y en a qui viennent tout au long de la soirée, tous les jeudis. Et les vendredis et samedis, j'ai un pianiste ou une pianiste qui chante aussi, donc plutôt des chansons françaises. Et dans la clientèle, on a aussi bien des Français que des étrangers. Et c'est quelque chose que je n'avais pas du tout anticipé au début. J'ai beaucoup d'Américains, de Sud-Américains. Et au début, pour moi, ça allait être que des Français. Finalement, bizarrement, c'est devenu assez international. Voilà. Ah, parce que déjà, la situation, vous êtes situé dans quel quartier ? Oui, je suis dans le 3e. Enfin, je suis vraiment au carrefour du 3e, 1er et 2e. Donc, en étant en plein centre de Paris, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens du monde entier, de partout. Quel métro ? Le métro, alors il y en a plusieurs. Il y a Étienne Marcel, Rambuteau, Châtelet, Les Halles. Et voilà. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Eudes. Je vous en prie. Caroline, tu me vous vois. Non, oui. J'aime bien. Alors, Caroline, donc il y en a 2. Alors, Caroline Blancpain. Donc, tu dis avoir toujours été passionnée par l'art et la cuisine. À quel moment cette passion est-elle devenue un véritable projet professionnel ? Alors, au lycée, je voulais travailler dans le beau, mais avoir quand même, pas être artiste, avoir un métier un peu plus concret. Donc, je me suis dit qu'architecte d'intérieur, c'était pas mal. Cela dit, je me suis un peu perdue en chemin. J'ai fait une année de marché de l'art qui m'a vraiment appris l'amour du mobilier vintage, le coup d'œil des intérieurs anciens. Et je pense que ça m'a pas mal apporté quand je suis retournée par la suite en école d'archi d'intérieur. Voilà. Et à partir de quand on se dit on saute le pas et on crée sa boîte ? Alors, ça a pris un peu de temps. Ben oui, il y a tout un cheminement. Ouais, c'est ça. Je m'étais toujours dit que j'arriverais là à un moment ou à un autre. Je suis passée par 2 écoles, 5 ans à New York, dans une très grosse boîte d'hospitality. Et puis 2 ans chez Rodolphe Parent à Paris. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah ça y est, c'est le moment, quoi. Alors, concrètement, ton rôle, c'est quoi ? Pour les restaurateurs qui font appel à toi. Oui, alors concrètement, je les accompagne du début, de l'idée de projet jusqu'à l'ouverture du restaurant. C'est-à-dire que la première étape, c'est tout ce qui est storytelling, raconter une histoire dans l'espace. Donc un peu l'image de marque du restaurant dans l'espace, comment on met en scène. Tu parlais d'un concept très français, comment ça se traduit dans l'espace. Ça va être très différent d'un restaurant italien ou bon voilà. Donc ça, c'est la première étape. Je fais des 3D, je crée l'ambiance.
en choisissant les matériaux, le mobilier, en dessinant le tout sur mesure, le bar, voilà. Ce qui est très important, c'est évidemment les flux, l'optimisation du nombre d'assises. Donc il y a le beau et il y a le pratique. Parce que finalement, je dessine quand même un outil de travail. Ça vit, c'est un lieu qui vit. C'est un lieu qui vit. Il faut que ce soit confortable pour les clients et il faut que ce soit pratique pour les équipes. Parce que si il faut courir 20 mètres pour aller chercher la carafe d'eau, ça fait beaucoup de temps perdu sur un service, quoi. Voilà, ensuite je fais les plans techniques pour pouvoir faire chiffrer que les artisans sachent quoi faire une fois sur le chantier. Et enfin, j'organise la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire les travaux. Je suis là une fois par semaine ou plus si nécessaire, et jusqu'à l'ouverture du restaurant. Dont on est hyper fiers. En général, oui. Et que France, du coup? Parce que tu dis que tu as été à New York. Est-ce que tu lances aussi des concepts Alors, pour l'instant, le fait est que je travaille exclusivement en France, mais bon, on ne sait jamais. Hein. Si on t'appelle, tu dis oui. Voilà. D'accord, merci beaucoup Caroline. Alors, la deuxième Caroline, toi, tu fais dialoguer tes deux identités de journaliste et d'experte en dégustation. Comment ça se passe? Comment on est schizophrène dans ces deux domaines? Écoute, l'un ne va pas sans l'autre depuis le début. On va dire que le journalisme, c'est... Non, en fait, les deux sont toujours associés. Ils se nourrissent l'un et l'autre. Enfin, elles se nourrissent, ces deux identités dont tu parles. Moi, j'ai commencé comme critique gastronomique pour un guide. Donc, je testais beaucoup de restaurants. Et c'est aussi comme ça que j'ai développé à la fois mon approche journalistique et aussi mon regard critique et mon expertise de ce qui est bon, de ce qui est bien servi, de ce qui est juste, etc. Enfin, voilà. Donc, les deux, en fait, ont toujours cohabité. Et donc, j'ai longtemps exercé comme journaliste gastronomique. Et à un moment donné, j'avais l'impression d'avoir écrit beaucoup sur les restaurateurs, les chefs, les nouveautés, les ouvertures, etc. Et il y avait quand même l'aspect dégustation qui était de plus en plus présent dans ma vie et que j'avais envie d'explorer. J'avais envie d'aller encore plus loin. Ça te chatouillait. Ouais, vraiment. Ouais. Et à la fois, j'ai toujours été passionnée par les parfums. Je le dis parce que c'était aussi le premier métier que je voulais faire. C'était né quand j'étais toute jeune, quand j'avais 16 ans. Et puis finalement, non, ça a été des études d'histoire de l'art et ensuite de la gastronomie. Je voulais travailler pour un guide gastronomique. Bref. Et donc, à ce moment-là, je me dis, il faut que ça soit plus présent dans ma vie. Le Covid était passé par là. Je travaillais beaucoup sur la vanille, notamment. J'avais un client vanille pour lequel je communiquais. Donc, j'étais bien immergée dans la vanille et je me disais, waouh, la vanille, elle a cette dimension universelle, tout le monde la connaît, tout le monde l'aime, etc. Bref, le Covid était passé par là, on avait été tous très éloignés et je voulais rapprocher les gens. Moi, je communiquais beaucoup sur les réseaux sociaux aussi, j'avais une bonne communauté et je me disais, j'ai envie de les rencontrer parce que je sentais qu'il y avait un attachement, des liens, etc. Et je me disais, je veux rencontrer ces gens. J'avais 2-3 expériences comme ça, de mélange de goût, d'odorat, d'expérience entre nous, enfin autour d'une table comme ça. Et je me suis dit, je veux créer ça autour de la vanille. Allez, je lance. Bon, je lance le truc, ça prend, les gens s'inscrivent, ils sont hyper contents. Donc, c'est une expérience, un atelier sensoriel sur la vanille. On découvre différentes facettes de la vanille à travers tout ce qu'on sent et tout ce qu'on goûte. Et donc, je vois les gens très contents. Ah, c'est super, bon, tu fais quoi comme prochain thème ? Je ne sais pas, j'y ai pas trop réfléchi. Ils avaient envie d'une deuxième session. Oui, c'est ça. Voilà, ils voulaient revenir et donc j'ai des fidèles qui sont venus peut-être à une vingtaine de thèmes que j'ai fait depuis 3 ans, qui reviennent régulièrement. Et puis c'est chouette. Donc voilà, l'idée c'est de créer un moment autour d'une table, autour de découvertes. Donc je veux toujours leur faire découvrir un maximum de choses qui se sentent et se goûtent et les solliciter sur cette approche sensorielle. Voilà, parce que tout ça s'éduque. Plus on sent, mieux on sent. Plus on goûte, mieux on goûte. Donc c'est l'idée, c'est qu'ils comprennent ça et qu'après, ça leur soit utile au quotidien, etc. Parce que moi, je pense vraiment, quand on voit la vie en sensorialité, la vie est pleine de nuances et elle a plus de couleurs et plus de... Je sais pas, il y a quelque chose en plus. On adore cette philosophie. Et tes lieux, du coup, c'est toujours le même lieu ? Oui, parce que le lieu s'y prête très bien. Il est bien situé aussi dans le centre, à côté des Halles, donc c'est pratique pour les gens de venir, parce qu'il y a des gens pas mal qui viennent de région parisienne. Donc c'est le matin, parce que c'est là que les sens sont le plus en éveil. C'est important pour la dégustation et pour la perception sensorielle. Donc on fait ça au Café Compagnon. Je connais bien le fondateur Charles Compagnon, donc on a une petite salle où on est hyper confort. Voilà, il y a la vaisselle évidemment qui est disponible, donc ça c'est un bon outil pour moi. Très bien, mais je vais venir. Oui, il faudra que tu nous donnes les dates. Oui, bien sûr. Très bien. Olivier, alors dans ton interview récente sur BFM Business,
Et là, je vois tes sourcils. Tu as évoqué la conciergerie digitale. Alors, qu'est-ce que cela signifie exactement dans l'univers de l'événementiel gastronomique ? T'as vu, j'ai travaillé quand même. T'as écouté. J'ai écouté. Bravo, merci. La conciergerie digitale, finalement, on connaît la conciergerie classique, qui est des fois réservée à une élite ou des gens qui sont porteurs de cartes noires, de certaines couleurs. Ils appellent un numéro et ils ont beaucoup de services. Alors, voilà, on pourrait penser à ça. Conciergerie digitale, et moi, ça me fait aussi penser à quelque chose que Yannick Ayeno a créé pour ses établissements, qu'il appelle la conciergerie de table, qui n'est pas forcément quelque chose que tout le monde ou tout restaurateur peut mettre en place, mais qui, finalement, permet de mieux accueillir le client en préparant les choses en amont. Donc en lui posant beaucoup de questions sur ses intolérances, ses régimes, ses envies, ses souhaits, quel est l'événement, est-ce que c'est un anniversaire, autre chose. Tout ce travail-là, je salue vraiment cette belle maison, de porter l'attention en amont de l'expérience, parce que finalement sur Fait Chef, c'est aussi ce qu'on fait. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on a aussi une offre qu'on vient de lancer pour les restaurants. On avait déjà des offres pour les restaurants qui permettaient de mieux recevoir les groupes, avec finalement une attention à ce que chaque convive aimerait, parce que dans notre outil, quand on réserve, on peut partager un lien de commande, chacun commande ce qu'il veut, et c'est consolidé automatiquement pour le chef en amont, donc on gagne énormément de temps pour les groupes. C'est précommandé, donc il y a aussi une forme d'engagement. Donc on se rapprochait déjà un peu de cette forme de conciergerie, mais assistée par le digital. J'insiste sur le mot assisté parce que Fait Chef n'est pas là pour remplacer l'échange humain. C'est juste qu'après présentation et échange au téléphone, par exemple, on va pouvoir laisser le client vraiment commander à la carte en quelques clics. Utiliser un facilitateur. On est des facilitateurs, voilà. Donc en ce sens-là, je dirais que c'est une conciergerie digitale qui s'ouvre non seulement à la gastronomie, mais aussi à l'événementiel, parce que le principe est le même pour tous. D'accord, Voilà. merci. Jean-Eudes, alors comment tu conçois le parcours client de la réservation jusqu'au départ du restaurant ? Alors, il y a plusieurs axes. Le premier, c'est l'axe digital. C'est par là que la majorité des clients viennent maintenant. Alors, l'axe digital, ça passe par le système de réservation. Et le système de réservation, c'est vrai que maintenant, ils sont de plus en plus évolués. Alors, pour le restaurant type, moi, je passe par une plateforme qui s'appelle ZenChef. Et donc, on peut mettre s'il y a des intolérances, s'il y a des spécificités. Donc, ça, on fait vraiment très attention. Quand les gens reviennent, c'est automatiquement, on sait qu'ils reviennent. Donc, on arrive à voir un petit peu ce qu'ils ont pris, pas pris. Donc, on relie aussi au logiciel de caisse. Donc, c'est vraiment traqué. Il ne faut pas que ça se voit, mais c'est traqué, ce qui est hyper important. Donc, plus il y a de data, plus on pourra savoir au fur et à mesure quel client est venu, pas venu. C'est comme quand vous appelez et qu'on sait que c'est monsieur Tartampion qui appelle parce que son numéro est déjà enregistré. Donc, il ne faut pas que le client le ressente trop pour pas voir se sentir traqué, exactement, mais que ça nous permette d'avoir un meilleur suivi derrière et de pouvoir répondre à ce qu'il aime pas et de ses spécificités. Ensuite, c'est pareil pour la partie événementielle d'ailleurs. La partie événementielle, d'abord, il y a une première rencontre souvent digitale et ensuite c'est téléphone et ensuite c'est sur place pour répondre au mieux aux habitudes des clients et ce qu'ils veulent. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de spécificités entre les véganes, les végétariens, ceux qui mangent sans porc, ceux qui veulent sans gluten, et donc c'est vraiment sans lactose. Sans lactose, c'est vraiment très très important d'adapter. Et donc on fait ça. Après, il y a une partie aussi acquisition qui est de suivi, c'est par aussi le terrain. Alors maintenant il y a le digital, mais avant, par exemple pour les fêtes au début, quand j'avais des trucs plutôt dans la nuit, il n'y avait pas vraiment de digital, c'était surtout du terrain. Et pour le restaurant, moi j'ai aussi développé, donc on a des offres pour les clients du quartier. On leur offre le café, un verre, etc. Parce que pour les remercier de venir. Et on travaille aussi avec les hôtels, beaucoup avec les hôtels en terrain. Parce que rien ne remplace aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de digital, le bouche à oreille et le terrain est vraiment très très important. Donc voilà. Et après, il y a aussi la promo sur différents vecteurs, comme sur Meta, des choses comme ça, où c'est très important aussi d'être présent. Ouais, donc il y a plusieurs axes de communication. Et la communication classique, presse ou pas. Oui, parce que voilà. votre présence sur les réseaux, alors j'adore votre compte. Je ne sais pas qui s'en charge. Mais alors, c'est pas moi. Non, mais tu féliciteras la DIRCOM oui. ou la Social Media Manager, parce que vraiment, c'est très, très bien fait. Et pour être venue plusieurs fois, moi, je tiens à le dire, je suis venue une première fois et j'avais ma petite habitude de prendre mon petit verre de vin blanc. Je suis revenue, parce que je vais souvent manger toute seule au restaurant, j'adore ça. Et je suis revenue la deuxième fois et effectivement, il s'en était souvenu. Et après, quand je
l'ai invité ici, je lui ai dit, je suis Virginie, je suis déjà venue. Ah bah oui, c'est le verre de vin blanc à la table du coin. Alors ça, c'est moi, c'est pas le digital du coup. Mais c'est hyper important. C'est hyper important c'est hyper important de se rappeler. Et donc ça va dans les équipes, d'avoir essayé de garder au moins une partie de l'équipe, même si c'est des métiers qui changent beaucoup, pour justement fidéliser les gens et que les gens se sentent bien reçus. Et c'est le cas. Voilà. C'est le cas. J'adore cet endroit. Quand je suis arrivée, je l'ai dit à Laura qui est dans le studio. J'ai dit, il faut y aller parce que c'est vraiment une très belle adresse. Merci beaucoup, Jean-Eudes. Caroline, numéro 1. Tes voyages et ton parcours international nourrissent un regard cosmopolite. Comment ces influences ont-elles façonné ta vision de l'hospitalité ? Alors, il y a 2 choses. Déjà, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai passé 5 ans à New York dans une très grosse agence qui s'appelle Rockwell Group. Et là, j'ai vraiment appris à travailler sur des projets d'envergure. J'ai dessiné le restaurant d'Anne-Sophie Pic à Dubaï. Juste. En fait, il y avait incroyable. Il y a qu'à New York que ça arrive. Il y avait 4 restaurants à dessiner de chefs. Bah, ils ont filé le restaurant français à la petite française, quoi. Et on dit oui. Oui. C'est génial. Voilà. C'était en quelle année, ça ? C'était en 2019. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup appris là-bas, évidemment. Et puis, New York, c'est une ville qui regorge de restaurants, de lieux, d'hôtels absolument incroyables parce qu'ils n'ont pas vraiment ce qu'on a ici, c'est-à-dire il n'y a pas d'existant. Nous, quand on crée des restaurants à Paris, en général, on a déjà une base qui est ancienne, avec des moulures, ou pas forcément, mais il y a toujours quelque chose à conserver qui est assez beau, qui est historique. Alors que là-bas, c'est du béton, donc il faut vraiment créer des décors de toutes pièces. Et du coup, ils sont très très forts. Et puis la concurrence est telle qu'ils n'ont pas le choix que de faire des décors très poussés, quoi. Donc il y a cette partie-là où j'avais un budget d'étudiante au début, mais je me faisais un point d'honneur à tester des nouveaux restaurants toutes les semaines pour en découvrir un maximum. Donc il y a cette partie-là, et puis l'autre partie, c'est que j'adore voyager et que j'en ai profité pour aller beaucoup en Amérique latine, en Asie aussi un peu, et tous ces pays m'ont beaucoup influencé sur les matériaux authentiques, les différentes cultures, le design des choses. Par exemple, l'architecte Luis Barragan au Mexique, j'ai visité ses maisons, c'est une claque de couleurs, c'est des choses qu'on ne fait pas chez nous. Le bon goût à la française nous l'interdit un petit peu. Et ça émancipe de voyager, de voir autre chose, quoi. La curiosité. Voilà. Sans limite. Très bien. Merci, Caroline. Alors, Caroline, numéro 2. Comment est née la création du mélange vanille amoureuse avec les épices Shira ? La vanille, toujours. Donc oui, j'ai vu que c'était un fil conducteur. Oui. C'est mon épice totem. La vanille. Donc la vanille amoureuse, oui, c'est le mélange qu'on a créé avec Roy Hendel, le fondateur des épices Shira, il y a 3 ans. Donc c'est un ami, on se connaît depuis longtemps. On avait eu plein d'idées de collaboration ensemble sur des mélanges, sur un filtre d'amour à un moment donné. Et puis on n'est pas allé au bout de cette création. Il faut reprendre. Oui, je vais y ressonger. Donc on voulait créer un mélange d'épices ensemble. Et moi j'avais évidemment comme idée la vanille au départ. Et puis, je voulais quelque chose de chaud, d'enrobant. Lui, il est parti sur donc un mélange plutôt type pain d'épices. Et on a associé vanille et les épices qui soient assez caractéristiques du pain d'épices et à la fois qui s'ouvrent sur d'autres choses. Il y a du chaud, il y a du piquant. Voilà, donc il y a de la vanille, il y a de la cannelle, il y a de la rose, il y a 2 poivres différents, du gingembre, du mélilo qui a des notes de vanille un petit peu. Voilà, et c'est un mélange qui plaît beaucoup. Je suis ravie, enchantée parce qu'on l'a créé il y a 3 ans et ça fait partie... Bon, le nom vanille amoureuse, c'est moi qui l'ai trouvé et je l'ai déposé. C'est beau, c'est poétique. C'est drôle parce qu'après, j'ai lancé un atelier. J'avais fait un atelier vanille amoureuse et après, j'ai fait un atelier vanille infidèle. Voilà, on s'est amusé autour de la vanille. C'est Roy qui m'avait soufflé ce nom de vanille infidèle. Je trouvais ça très drôle. Donc voilà, donc c'est un mélange qui marche bien depuis 3 ans, qui a donné lieu à d'autres collaborations avec des boulangers, des chocolatiers. Voilà, il est toujours utilisé, toujours distribué. Les gens qui le connaissent en sont fans. Il fait partie de la gamme maintenant des indétrônables chez les épices Shira, ce qui me fait très plaisir parce que c'est pas, une collaboration comme ça, elle n'est pas forcément, elle est vouée à rester, mais là en tout cas, elle est là depuis 3 ans. Se font notamment très bien dans les biscuits, donc à Noël ou à la Saint-Valentin. Il y a régulièrement des collabs qui ressortent. Les biscuits à la vanille amoureuse, ça fonctionne bien. Donc il faudra mettre le lien
pour se la procurer? Donc c'est que digital ou il y a une épicerie, une boutique Alors à physique? Paris, on peut la trouver chez Terroir. Terroir d'Avenir. Oui, Terroir d'Avenir. Chez Cos aussi, dans les épiceries Cos, il me semble. Ça dépend un peu des approvisionnements. C'est vrai que parfois ils sont en rupture, donc voilà. Mais sinon, on la commande. On commande le mélange en ligne. Ok, Ah oui. super. Merci beaucoup. Olivier, selon toi, pourquoi tant de chefs hésitent encore à digitaliser leur activité? Alors, je pense qu'il y a déjà un rapport à leur métier et à cette relation client qui est importante pour eux. Quand je faisais le tour de Paris après Covid, en plein hiver d'ailleurs, c'était assez difficile, mais j'essaie toujours de tester mes idées auprès des principaux concernés. Les restaurateurs, pour certains, me disaient « Ah, mais vous m'enlevez mon métier. Mon métier, c'est de recevoir le client, de lui présenter ma carte. » Oui, mais en fait, ma conviction était autre. C'est que, pour une carte qui est facile à lire, j'entends, finalement, il y a des choses qui peuvent se faire en amont, notamment pour les groupes, ou si on veut proposer au restaurant des expériences plus exclusives, ou éventuellement même un service rapide le midi, on pourrait imaginer précommander à l'avance, en fait, avec les outils qu'on a. On redonne beaucoup plus de temps au service, et on enlève du stress en cuisine, parce qu'il y a une partie du coup de feu qu'on enlève, et finalement, en redonnant du temps, le serveur, par exemple, va pouvoir discuter de choses et d'autres Chouchouter. et avoir... oui, exactement. Chouchouter son client, voir aussi ce qu'il a commandé à l'avance et ce qui pourrait manquer. Ça, c'est une chose. Mais je pense que le lien et ce qu'on garde d'un restaurant et l'émotion, elle peut aussi passer par cette relation qu'on a eue avec le personnel et qui est pas forcément au moment de la commande ou du paiement, qui est quelque chose d'assez technique et qui prend beaucoup, beaucoup de temps finalement, mais que voilà, qu'on peut enrichir de cette façon. Et il y a une jeune serveuse qui avait été décorée par le Goemio dans la région lyonnaise. Je suis désolé, je me rappelle plus de son nom. Je lui avais demandé ce qu'elle en pensait. Et elle m'avait dit, mais c'était un coup de cœur, elle m'a dit, mais c'est trop génial, vous avez tout compris, vous me redonnez du temps pour ce que j'aime faire et sur la façon dont j'aime accueillir mes clients. Donc là, bien. pour le coup, ça va l'idée. Très bien. Voilà. Jean-Eudes, alors justement, on parle de carte. Comment le chef crée la carte? De saison, évidemment. C'est très français. Il y a de la sauce. Alors moi, gros coup de cœur pour... Elle est mise à part la sauce, je le dis, parce Elle est qu'il y mise a à des gens qui aiment pas la sauce. Oui, mais gros coup de cœur pour le soufflé, là. Dans la montgolfière. La montgolfière. Que vous changez à chaque fois Ouais, à l'intérieur avec les produits. Ça, c'est Exactement. incroyable. On a un soufflé aussi, mais c'est au chocolat. Là, on va le changer, on va faire poire chocolat. Mhm. Nous, on a deux cartes. On a une carte qu'on change toutes les semaines, qui est un semenier pour les déjeuners. Donc, avec 4 entrées, 4 plats, 4 desserts qui changent toutes les semaines, donc en fonction de la saison. Donc, on adapte. Après, si on voit qu'il y a des choses qui ont bien marché il y a un an, on va les remettre. Mais souvent, on fait des créations. Et après, dans la cuisine, comme je pense la majorité des cuisines parisiennes, c'est assez multiculturel. Donc, quelquefois, on peut avoir un apprenti qui est mexicain, des choses comme ça. Et donc, on adapte un peu, on propose des choses... on francise un peu des choses dans le semenier. Et grâce au semenier, on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et quelquefois, on les met à la carte normale, entre guillemets, qui, elle, change tous les 3 mois. Donc, on discute avec le chef. Là, on va changer la carte pour le printemps. On la change mercredi. Donc, par exemple, on va mettre des asperges. On n'avait pas d'asperges. Oui, bien sûr. Tout Tout ce qui arrive, les asperges, les petits pois, les fraises. Les asperges blanches, voilà. voilà. Après, on regarde... aussi la rentabilité et comment le mettre en place, parce qu'à partir du moment où on le met à la carte, il faut l'avoir, et donc si ça marche pas, c'est un peu dommage. Donc on adapte comme ça, et on en parle aussi aux gens autour de nous pour savoir ce qu'ils pensent ou pas. La toute première fois, il y a très longtemps, j'avais monté un resto qui était beaucoup plus petit, et on était 3 associés, 3 garçons, on avait fait la carte ensemble, mais pas du tout féminisé, quoi. Donc limite on n'avait pas mis de salade, on n'avait pas mis de choses comme ça, et c'était une vraie bêtise, quoi. Donc c'est vraiment important de parler à tout le monde, de voir l'environnement et de bien savoir qu'on a toutes les sensibilités. toutes les sensibilités, exactement, tout en gardant une ligne directrice autour de la cuisine française, plus ou moins retravaillée, comme la montgolfière. Ah non, mais la montgolfière, c'est incroyable, incroyable. Et justement, le sourcing, vous fournissez où? Rungis? Alors, majoritairement Rungis, et après avec des gens qu'on connaît également, mais majoritairement c'est Rungis, parce qu'on a la difficulté qu'on a, c'est que c'est pas, il y a à peu près 140 couverts, donc c'est pas un petit resto de 30 couverts, mais on veut quand même avoir un côté bistronomie, Bien sûr. donc pour tout ce qui est livraison, etc., et pour ce qui est fournisseur, on passe par des prestataires qui sont à Rungis et qui nous livrent tous les jours.
Enfin, on va pas tous les matins à Rungis chercher nos choses. Vous avez autre chose à faire. Et ça nous arrive quand même de changer. Par exemple, pour la viande, on a déjà changé 2 fois. On revient en fonction des fournisseurs. Ce qu'il faut, c'est que les fournisseurs s'habituent pas à avoir le contrat. Parce que quelquefois, quand ils se disent ils partiront jamais, la qualité peut baisser, quoi. Donc, il faut quand même garder une vraie surveillance en permanence sur la qualité. Et ça, le chef, il tient vraiment à faire très, très attention. Et quand il y a une assiette qui revient, qui n'est pas finie, il a envie de comprendre pourquoi. Enfin, il est vraiment toujours sur l'attention de ce que pensent les clients et comment ça se passe. Voilà. Merci au chef. Comment il s'appelle, le chef ? Il s'appelle Karen. Ouais, Karen. Voilà. Mais je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Quand je suis allée, on me l'a présenté. Et il est associé maintenant dans le restaurant. Ouais, franchement, bravo Karen. C'est très, très bon. Caroline, du coup, numéro 2. Selon toi, est-ce qu'on a perdu l'habitude de sentir et de goûter en conscience ? Parce que c'est le sens même de tes ateliers, les ateliers d'olfaction et de dégustation. Comment tu enseignes ça aux gens qui ont l'habitude de tout faire trop vite ? Alors, dès le début de l'atelier, c'est quelque chose que j'essaye d'initier. Dès le départ, je fais une présentation un petit peu justement de la façon dont ça va se dérouler. Et donc, dès le début, j'essaie de poser les choses et de bien faire comprendre que c'est important d'être présent à ce que les gens vont faire, c'est-à-dire, comme tu dis, en conscience, être présent. Enfin, tous ces mots un peu développement personnel, moi, ça me fait rire parce que je les utilise et j'en joue un petit peu, justement. Se concentrer sur l'instant présent. Oui, c'est ça, l'instant présent. Ouais. Donc, j'en mets pas mal, j'en parsème pas mal pendant l'atelier de ces petits mots-là. Ils sont amusants. Et à la fois, ils nous rendent quand même bien service, dans le sens où on doit être présent à ce qu'on fait, parce que je pense que c'est quand même le meilleur moyen pour pouvoir capter, identifier, mémoriser. C'est ce qui est aussi l'idée de ces ateliers, c'est qu'ils retiennent derrière des informations, qu'ils les réutilisent. Et donc, d'être présent à ce qu'on fait, à ce qu'on sent et à ce qu'on goûte va permettre effectivement de mieux mémoriser et de pouvoir réutiliser ensuite toutes ces données, toutes ces notions. Et de prendre du plaisir aussi, je pense, parce que si l'expérience je sais pas, on visionne une série télé en mangeant du chocolat, honnêtement, si on fait les deux à la fois, je pense que le chocolat, on vous demande 10 minutes après, vous saurez pas dire quelles étaient les notes. Là, je pousse un peu à l'extrême, mais c'est quand même ça. Oui, parce que vous êtes déconcentré. Oui, on peut pas porter son attention sur à la fois un scénario plein de rebondissements et un carré de chocolat d'un super chocolatier avec un cacao qui vient de tel pays, etc., et qui a des notes aromatiques incroyables. Je pousse à l'extrême, mais c'est un peu ça quand même. L'idée, c'est d'être vraiment présent à ce qu'on fait et d'y mettre le temps, de saliver aussi. Je dis aux gens souvent, n'hésitez pas à saliver un maximum. Je donne ça là comme exemple pratique, mais c'est vrai que c'est ce qui permet. La salive est un conducteur d'arômes, donc on perçoit d'autant mieux les nuances, les différences en salivant. C'est des petites choses comme ça, techniques un peu que je leur donne aussi pour qu'ils soient encore plus présents à ce qu'ils font. Combien de temps ça dure ? Ça dure 1h30. Au-delà, j'ai remarqué que la tension commence à être un peu dissipée. Et voilà, donc 1h30 d'atelier, c'est bien pour... Et tu as une grille avec des items, des choses sur lesquelles on écrit nos ressentis, ou tout se fait à l'oral de manière communautaire ? Oui, c'est ça, à l'oral, plutôt de manière spontanée. Donc je vais les chercher un peu avec des questions, etc. Je les pousse un peu, parce que c'est pas évident de mettre des mots sur ce qu'on ressent. C'est très dur. De goût, d'odeur. Les gens sont souvent... on est généralement timide quand on n'a pas l'habitude de parler de ces produits avec tous ces adjectifs et ces descripteurs, comme on appelle ça en analyse sensorielle. C'est difficile, donc justement, j'essaie d'aller les chercher dans une forme de décontraction, et à la fois, j'essaie toujours de mettre un peu de notes d'humour, etc., parce que moi, j'aime bien qu'il y ait une ambiance assez conviviale, détendue, qu'on se prenne pas trop au sérieux, et à la fois, il y a toujours une forme d'érudition aussi, avec pas mal d'infos culturelles, historiques sur les produits. La vanille, je vais revenir aux origines de la vanille, même chose avec l'eau de fleur d'oranger, les agrumes, etc. Je raconte d'où ça vient, historiquement, quel a été leur parcours. Et le mot souvent qu'utilisent, tu m'avais demandé dans tes questions, mais le mot qu'utilisent souvent les gens à l'issue, c'était un voyage. Voilà, j'aime bien ce mot-là. C'est bien, tu embarques les gens. Exactement. Alors justement, à propos d'embarquer, la transition est très belle, très bien faite, pardon. Caroline, donc numéro 1, quels sont selon toi les qualificatifs d'un lieu qui embarque les visiteurs qui franchissent le pas de la porte ?
Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Ouais, pour moi, embarquer, c'est faire voyager le convive. Alors, ça peut être faire voyager dans le pays d'origine de la cuisine ou dans une idée ou dans une époque. Ça peut être plein de choses différentes. Mais je pense qu'il faut créer des lieux qui sont incarnés. C'est joli, les décors très froids, mais il faut qu'on se sente bien, presque on ait l'impression que ça a toujours été là et que ça raconte quelque chose. Récemment, j'ai redécoré un restaurant gastronomique en face du Sénat et c'était très joli, assez chic, mais super neutre. Et en fait, le chef, il est breton, il a appris à cuisiner en Thaïlande. Sa femme, elle est vénézuélienne. Leur cuisine, elle est absolument incroyable, elle est pleine d'épices, elle est hyper originale. Et on le ressentait pas du tout dans l'espace, donc c'était vraiment dommage, quoi. Donc je suis venue rapporter des matériaux faits sur mesure par des artisans, une argile avec une texture, un motif un peu ethnique qui rappelle les origines de l'un de l'autre, utiliser des tissus sur les banquettes, pareil, qui donnent un peu de couleur et d'épices à tout ça, quoi. Et du coup, le lieu devient un vrai outil stratégique. Et il te donne carte blanche, en général. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend, mais je fais toujours des propositions et puis on travaille ensemble. Le but, c'est pas que moi je me fasse plaisir, c'est que ça ressemble à mes clients, à ce qu'ils veulent exprimer, à leurs valeurs, à leur cuisine. Voilà. Alors, on sait que c'est compliqué aux cuisiniers ou ceux qui incarnent l'art culinaire de leur parler de tout ce qui est communicationnel. Donc, le storytelling, comment tu fais cette pédagogie avec eux en disant le storytelling est important aujourd'hui pour séduire les clients ? Je leur pose déjà des questions sur leur cuisine. En fait, ils savent, eux, en général, ce qu'ils veulent traduire dans leur assiette. Et je leur dis qu'il faut faire la même chose dans leur espace. Et ça, ils le comprennent assez bien quand même. Intéressant, très intéressant. Olivier, l'ambition de Fête Chef en 2026. Là, on est début mars. La vision à 2-3 ans. Qu'est-ce que tu aimerais ? Le petit génie est là avec nous, tu frottes la lampe et tu dis voilà ce que je voudrais. Alors, Fête Chef s'est développé sur une idée très horizontale, beaucoup de métiers, pas mal de services pour les restaurants, pour la gastronomie, pour l'événementiel. Donc aujourd'hui, on est effectivement en train de nourrir cette offre en cherchant des acteurs passionnés, engagés. Demain, je rêve que cette communauté grandisse d'elle-même, par bouche à oreille, qu'elle grandisse sur de nombreux territoires, en France, mais aussi à l'international, parce que c'est un outil, c'est finalement qu'un outil au service de toutes ces communautés. Après, sur la partie engagement, parce que c'est vraiment là notre fer de lance, on l'appelle d'ailleurs, avec Anissa, ma partenaire, une plateforme solidaire et engagée. Bon, ça peut passer par les tarifs, ça c'est une chose, mais c'est aussi le fait qu'on donne un outil qui fonctionne bien et qui répond à ce qu'on lui demande. Et pour les restaurants, là on vient de lancer la réservation engagée solidaire, mais on l'appelle même la philanthro-réservation classique. On aime. C'est un autre modèle, mais aujourd'hui on a l'habitude de facturer ce genre de service digital de réservation en ligne au restaurant avec des abonnements ou des commissions ou des choses comme ça. Et nous on essaye de renverser la donne en offrant ce service au restaurant, mais en impliquant le client au moment de sa réservation et en lui proposant de verser un micro-don de 2 € ou plus, c'est ce qu'il veut, sachant qu'il y a une partie donc, qui va aider Fête Chef, ça c'est une chose, mais surtout une bonne partie qui va financer des actions caritatives. Et donc si j'avais un objectif à me donner, je pense que ce serait plutôt sous forme de centaines de milliers d'euros de dons à des actions caritatives. Je pense que ça serait un bel objectif. Et tu n'as pas précisé pourquoi Fête Chef ? D'où vient ce nom ? Alors, il y a 2 façons de le lire. Moi, au départ, c'était Fetch a Chef, en anglais. Donc, fetch, aller chercher. Ouais. Et les Anglais adorent. Donc, il y avait cette vision un peu internationale, si on commence à traverser les frontières. C'est ce qu'on te souhaite ? Peut-être. Mais en français, il y en a beaucoup qui le lisent comme Fête Chef, quoi. Faire la fête avec un chef. D'accord.
Et ça, j'adore, parce que finalement, les chefs à domicile, qui sont nombreux à nous suivre, hein, parce qu'on fait pas mal d'événements. On était à la Coupe du Monde des chefs à domicile en septembre, sur le village international. Donc là, on a recruté beaucoup de chefs à domicile, qui ont tous adoré la plateforme par rapport à tout ce qu'ils connaissent. Ça répond beaucoup mieux à leurs besoins et ça marche. C'est aussi un outil de gestion au quotidien pour eux, hein. C'est pas qu'une plateforme. C'est finalement une façon de faire la fête chez soi, avec un chef à domicile, comme toi, par exemple, qui va prendre soin de tous les convives. On n'a plus rien à penser, on a juste à vivre le moment et faire la fête si on veut, mais surtout vraiment vivre ce moment sans sortir, et puis en appréciant éventuellement les bons vins qu'on va sortir de sa cave. Enfin, les accords mets vins, ça, le chef sera, à mon avis, ravi d'en proposer, de découvrir ce qui pourrait se cacher dans les murs, n'est-ce pas ? Oui. Merci beaucoup, Olivier. Jean-Eudes, alors, dans un contexte de tension sur les recrutements en restauration, comment toi, tu parviens à attirer, former et fidéliser tous tes collaborateurs ? Alors, c'est un peu comme les clients. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs axes. Oui. Il y a le digital, où on met des annonces de manière très simple sur différents sites, et on reçoit beaucoup de gens. Donc ça, c'est une première partie. Il y a une partie bouche à oreille aussi, par des amis d'amis qui connaissent des gens, et aussi des gens qui viennent spontanément dans le restaurant avec leur CV. Donc ça, on en a beaucoup qui viennent spontanément. C'est pas souvent, malheureusement, dans la restauration, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de papier. Donc c'est un vrai sujet dans la restauration. Il faut faire très très attention, parce que c'est pas parce que vous les déclarez qu'ils ont le droit de travailler, quoi. Et donc c'est une fermeture administrative potentielle avec des amendes assez élevées. Et on n'a pas envie de ça. Et on n'a pas envie de ça. Et quand ils vous donnent les papiers, même s'ils sont hyper bien, il faut faire vérifier les papiers, en sachant que ça peut quand même être des faux papiers, même s'ils sont validés, parce que ça peut être les papiers du cousin. Donc il y a une vraie problématique là-dessus. Mais avec tout type ça peut être aussi bien des Mexicains, enfin, je reprends le Mexique, que des Maliens. Donc il faut faire très attention à ça. Et après, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est faire monter des gens en compétences qui sont là et qui après ont du potentiel. Donc moi, j'ai plusieurs exemples. J'ai un second qui au départ était plongeur, quoi. Donc il était là depuis le début. J'ai ouvert en 2019. Bon, après il y a eu beaucoup de fermetures avec les différentes le Covid et d'autres problématiques. Et donc lui, il était là au début, et maintenant il est second de la cuisine, et il est très très bien. Il était plongeur, il connaissait rien, il est monté au fur et à mesure en compétences. C'est la même chose pour une manager adjointe qui au départ était juste barman, et maintenant elle est manager adjointe du restaurant. Et donc voilà. Donc le bouche à oreille, et surtout la motivation des gens. Ce qui est important, c'est pas la compétence. Enfin, la compétence, elle est importante, mais pour moi, la première valeur importante, c'est la confiance. Donc, si déjà on a confiance dans les gens, ensuite on peut les faire monter. Après, chacun peut monter à son niveau, etc. Mais voilà, donc tant qu'il y a la confiance. Et toi, aujourd'hui, en termes de recrutement, c'est tendu ou pas ? Parce que moi, tous mes amis chefs, c'est l'enfer. C'est compliqué, mais c'est à peu près stabilisé. Donc, en cuisine, c'est plus stabilisé qu'en salle, bizarrement. Mais en salle, c'est pareil, ça dépend des têtes de gondole. Si le chef est bien et insuffle une bonne énergie, c'est ça. C'est l'idée de groupe et de dynamique. Voilà, exactement. Et pareil pour la salle, si la manager ou la directrice, en l'occurrence c'est une directrice, parce qu'on en parlera peut-être après, mais j'ai eu un incendie, du coup il y en a beaucoup qui sont partis, parce qu'il y a eu une fermeture. Raconte-le ce qui s'est passé. Non, j'ai eu un incendie qui n'était pas normal, mais c'est banal. Non, qui n'était pas de mon fait, pour le coup. Oui. C'était les voisins d'en face, un peu comme dans les films, qui ont mis le feu. Ils ont mis le feu aussi chez eux, donc voilà, ils étaient dans une problématique de liquidation a priori. Et donc du coup, j'ai eu beaucoup de gens qui sont partis, donc il y a eu 3 mois de fermeture, sachant qu'il y a le chômage partiel, mais c'est un peu comme le Covid, donc ça j'avais un peu anticipé. Pendant le Covid, les gens, ils ont pris le chômage partiel, et puis après ils sont partis soit dans d'autres métiers, soit dans d'autres entreprises, parce qu'ils avaient le droit de travailler tout en le chômage partiel. J'ai eu la même chose pendant l'incendie. Il y en a beaucoup qui m'ont dit oui, on reviendra. Donc ils ont touché le chômage, les aides. Et t'as perdu et j'ai perdu une bonne partie des effectifs salles. Et donc j'ai changé tous les effectifs salles à 70% à peu près. Mais je l'avais anticipé, parce que le Covid, je l'avais déjà vécu. Donc on te l'a fait pas. Donc voilà. Tu n'es pas crois né de la beaucoup dernière dans la nature humaine, mais malheureusement, voilà, le financier joue aussi. Et donc depuis que j'ai la nouvelle directrice, il y a une nouvelle équipe, il y a ça se voit dans les commentaires. On parlera aussi des commentaires qui sont très importants. Les commentaires, ça reflète quand même un état d'esprit général du restaurant, quoi. Si un restaurant a 2 sur 5, c'est qu'il y a un sujet, quoi. Donc c'est très important. Et là, vous êtes bien noté ?
Et là, ouais, j'ai toujours été noté correctement. Enfin, en tout cas, pour moi, ça me va. Mais c'est très important. Il y a des gens qui disent oui, les commentaires, c'est horrible et tout. Moi, c'est effectivement pas facile parce que c'est quelque chose où le matin, on se lève, on regarde les commentaires. L'après-midi, on regarde les commentaires. Dès qu'il y a un commentaire, Tu es dans cette obsession d'aller voir les commentaires. Ah oui, tout le temps, ouais. Ouais, tout le temps. Parce que ça reflète l'état d'esprit d'un service, quoi. Donc, quand je suis pas là, c'est que je vois une mauvaise note, je me dis, zut, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Donc, c'est très important de vérifier tout ça. Et donc, les gens qui bossent, s'ils bossent bien, s'ils sont heureux, il y a des bons commentaires, ça reflète partout, quoi. C'est vraiment le sourire dans l'assiette qui reflète les commentaires derrière. Et ce que je dis aussi à tout le monde, c'est que c'est un peu comme dans l'aviation. C'est-à-dire que le plongeur est aussi important que le manager. C'est-à-dire, dans l'aviation, si jamais il y a un problème de boulon ou un problème d'aiguilleur du ciel, ça impacte tous les maillons le de la pilote. chaîne. Voilà. Et là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le plongeur, si l'assiette n'est pas propre ou le verre n'est pas propre, et ben ça va impacter, même si le chef a fait une super cuisine, ça va impacter tout le monde. Donc moi, je veux vraiment que tout le monde soit impliqué au même niveau. Et il n'y a pas le chef star ou le serveur Ça star. marche pas longtemps, ça. Voilà, le Mbappé de la restauration. Moi, j'en veux pas, quoi. Je veux que ce soit une équipe cohérente. Voilà. Très bien. Voilà. Très beau management. Merci beaucoup. Caroline, numéro 1. Quel est le dernier projet fou que tu as fait ? Alors, tu nous as parlé de La Dame de Pique, qui est incroyable, mais tu m'as dit 2019. Ouais. Là, un projet récent que tu viens de signer ou que tu as signé, dont tu es hyper fière, sur lequel tu peux parler, peut-être, ou qui est déjà fini. Je pense que le dernier... Alors, bon, il y a le restaurant Ambos dont je vous ai parlé en face du Sénat, qui m'a beaucoup plu. Mais pour parler d'un autre, j'ai dessiné un restaurant perse qui fait de la street good perse, qui s'appelle Namak. Et là, je trouve qu'on a vraiment réussi à créer une ambiance complètement unique, qui les démarque vraiment complètement des autres restaurants. C'est 2 amis d'enfance, dont l'un est iranien et l'autre adore cuisiner. Et c'était toujours dit qu'ils ouvriraient un restaurant ensemble. Et donc, ils avaient plein d'idées pour leur resto. Ça partait un peu dans tous les sens. Mais on a réussi à créer un endroit qui évoque les marchés iraniens. Comment est-ce qu'on mange là-bas ? On mange assis sur des tapis. Donc, on a utilisé le motif du tapis perse sur les banquettes. C'est très chaleureux, il y a de l'argile griffée au mur, on a les couleurs de là-bas. On a aussi des accents un peu années 70 pour évoquer l'âge d'or de la Perse. Et je trouve qu'on a réussi à faire un truc qui est très cohérent, qui fait voyager. Et ils ont des super retours sur... C'est où ? C'est rue Saint-Lazare. Ok. Voilà. On y aille alors. Et c'est hyper bon, franchement délicieux. Bon, et là, on est en train de... C'est une cuisine qui est hyper chaleureuse et délicieuse. Ouais. On est en train de faire le 2e. Ah bah, d'accord. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Dernière question pour toi, Caroline. Tu dis que tu es journaliste gastronomique. Qu'est-ce qui est pour toi gage d'un très bon récit gastronomique ? Moi, je pense que dans la façon d'écrire, de retranscrire ce qu'on a vécu comme expérience dans un restaurant, moi, je pense que ce que j'aime lire, c'est ce que j'aime écrire aussi, on va dire, mais faut qu'il y ait des détails, faut que ça soit vivant, faut que ça parle de l'expérience à travers différentes dimensions. Donc, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai été formée. J'ai été formée par le guide Goemio. Et donc, j'avais bien ça à l'esprit, qu'on parlait à la fois du lieu, du service, de la relation humaine aussi dans un lieu, de l'ambiance. Enfin, je sais pas, c'est multidimensionnel, en fait. Et évidemment, ce qu'il y a dans l'assiette, comment elle est présentée, comment elle est servie. Enfin, j'ai vraiment eu cette école-là. Donc, pour moi, ça doit retranscrire plein de choses, plein de sensations. Et c'est ce à quoi je suis sensible aussi, je pense, à travers les ateliers, le côté sensoriel. Donc j'ai sens, j'ai l'impression de me répéter à l'infini. Je décline le mot sens dans tous les sens. C'est important. Voilà. C'est un socle. Ouais, je pense aussi. En tout cas, quand on lit un récit, il faut que ça vibre, quoi. Faut que ça soit vivant, faut que les trucs un peu figés. Moi, je sais que les premiers textes que j'ai lus, quand j'ai voulu faire ce métier, il y a à peu près 25 ans, j'adorais la plume de Sébastien de Morand, de François Simon. Je trouvais qu'ils arrivaient à mettre ces choses qui sont à la fois très humaines, qui font vibrer, qui donnent envie. Moi, c'est comme ça que j'écris. En tout cas, j'ai toujours envie de donner. Sauf si c'était pas bien, et dans ces cas-là, j'en parle pas. Mais en tout cas, toutes les adresses dont j'ai parlé dans ma vie, si elles m'avaient plu, j'avais envie donner envie aux gens, quoi. Ouais.
Stimuler. Stimuler, Le exactement. goût et on revient toujours à cette idée de curiosité pour les deux Caroline. Merci. Alors, première partie finie. Deuxième partie, et ça, je ne vous ai pas dit ce que c'était. Alors, moi, je suis une ancienne prof de lettres. Avant d'être devenue chef, j'étais dans l'enseignement. Et là, je voudrais vous lire un passage et on en parlera ensuite. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Quelle est donc votre Madeleine de Proust ? C'est un extrait de Proust. Est-ce que quelque chose vous vient comme ça, Madeleine de Proust ? Le pain beurre. Pourquoi ? Non, c'est le pain Qui ma grand-mère, c'était le pain beurre, mais toasté. Enfin, des tartines de pain. Attention, toasté, Ouais, c'est important. ouais, Et c'est le important. beurre qui fond du coup ou pas ? Ouais, le beurre qu'ils font, ouais. D'accord. Ouais, c'est le pain beurre. Et voilà, c'est... Mais non, mais c'est trop mignon. Très bien. Les autres ? J'hésite entre le Kuglop et le Bassler-Leckerli. Ah oui, donc on est en Alsace. Oui, j'ai une maman alsacienne. Parce que je suis alsacienne aussi. Tu m'avais dit. Mais oui, je m'appelle Walter. Tu vois, ça me passe. Voilà. Donc le Kuglhof ou alors le deuxième, c'est quoi ? Là, c'est plus suisse. Bassler-Leckerli. D'accord, C'est une sorte de pain d'épices qui vient de Bâle. d'accord. Et le Kuglhof tradit avec les raisins secs. Oui. Et Le rhum ? la dernière fois que je suis allé voir ma tante et mon oncle, ils m'ont fait goûter le Kuglhof du champion du monde de Kuglhof. Oui, Parce que ça existe aussi. il y a des C'est des- championnats de tout. Ah ouais, et alors, Incroyable. ça vaut le coup ? Bien sûr. Ah ouais. Bien beurré, j'imagine. Alors, bien beurré, une tendresse, c'est très fin, les saveurs. Alors, j'ai un papa qui est lyonnais, mais qui a appris avec ma mère à faire le Kuglhof. Et pour moi, c'était les meilleurs Kuglhof du monde, mais jusqu'à ce que je Mais c'est découvre parce le qu'il n'a pas champion du monde, participé au championnat. mais Peut-être, Voilà. peut-être. Voilà. Ah, je vais le motiver. Mais une c'est ça. idée. Merci. Alors, l'une ou l'autre, Caroline ? Ouais, le confit de canard pomme sarladaise. Oh là là. Quand Pourquoi j'étais- la Dordogne ? En fait, quand j'étais petite, on a fait un voyage en Dordogne avec mes parents, mon frère et ma sœur. Et tout le monde s'attendait à ce que je prenne le menu enfant. Je sais pas, je devais avoir 6-7 ans. Et je dis non, je veux le confit de canard. J'ai adoré. Vous faites confit de canard, vous ? Oui, on le fait de temps en temps, ouais. Très très bon. Non, mais du coup, Caroline, vanille. Non, mais quelque chose à base de vanille qui te fait vibrer. Ah, je sèche. Mais c'est totalement. pas grave. Mais alors, vanille, par exemple, vanille, avec quoi tu aimes la mettre ? Alors, j'ai une recette. Ouais. Bah, tu vois, voilà, oui. on y arrive. Tu me dis vanille. C'est l'autoroute. Mais oui. Ok, je pars. Tu es une amoureuse de la vanille. Ah ouais. Et fidèle. Et non pas. Bref. Alors, oui, les œufs au lait. J'étais contente, j'ai eu un article dans Le Monde récemment. Il fallait donner une recette. Et c'est les œufs au lait. Alors, c'est ceux de la grand-mère d'un ami. Je trouve ça assez chouette. Enfin, et la recette est arrivée jusqu'à moi. Ils sont très simples à faire. Et j'y mets de la vanille, bien évidemment. Et voilà. Et j'aime bien ce goût de crème. Je trouve, je devais donner des petits trucs pour la déguster au mieux. Et selon moi, c'est dégustation tiède, en fait. Parce que c'est pareil, la température, ça va aussi agir sur la perception sensorielle. Et le fait que ça soit tiède, il y a ce côté un peu lacté, crémeux, qu'on perçoit encore mieux. Et la vanille, je trouve qu'elle se révèle encore mieux dans une température tiède, alors que froid, forcément, ça glace un peu. Enfin, même si j'adore la glace à la vanille aussi, mais là, pareil, il faut la déguster à température. C'est toujours très difficile, d'ailleurs, de sortir un pot de glace Bah oui, parce que ça fond trop et vite. attendre. Non, alors ça dépend. Parfois, ça reste dur, tu sais. Si c'est je trouve parfois, tu sais, il faut attendre que ça soit à bonne température. La glace, entre un froid qui gèle et un côté un peu, tu vois, elle est revenue à température, elle va être plus onctueuse, etc. On est dans une autre texture. Et là encore, un autre goût. Bref, je peux continuer comme ça pendant des heures. Et donc, les œufs au lait, ouais, ça, c'est une recette. Et quand je les goûte, je sais que mon père, c'est typiquement le genre de dessert qu'il adore. Enfin, ça me ramène à des vieilles tantes, mes grands-mères, etc. Ouais. Ouais, c'est exactement ça, la Madeleine de Proust. Tu vois. Quel est le plat de brasserie, alors du coup, Jean spécial dédicace, dont vous êtes monomaniaque ? Qu'est-ce que vous prenez toujours quand vous allez dans une brasserie, dans un resto, en disant, voilà, j'ai envie de tester ça. Bah, du coup, le confit de canard. On revient. C'est logique. Ah oui, à tous les coups. Confit de canard. Très bien.
Tartare, moi j'aime bien aussi, ouais. Les frites, hein. Ah, ça, les frites, c'est assez sacré chez moi. Enfin, je pense pour tout le monde, mais Oui. il y en a tellement de mauvaises et de tellement bonnes aussi que voilà, tartare frites, j'aime bien. Au couteau? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Texture encore. Olivier? Ah, j'allais dire pareil, tartare avec des frites parce que j'en fais jamais chez moi. Ouais, c'est ça, on prend. Mm. Alors du coup, toi qui Et moi- baignes dans la resto, Moi, il est pas souvent à la carte, mais c'est le foie de veau. Ah oui. Mais avec des épinards. Mais après, c'est pas consensuel non plus. Alors, Ouais. j'ai un fils de 10 ans qui adore le foie de veau, donc je suis très content parce que j'ai C'est réussi à le très convertir. c'est très bon. Et Et c'est très bon et pour donc, la santé. Hein. a priori, c'est très bon pour la rempli santé. de fer. Mm. Alors tu fais doublon, le Ouais. fer des épinards et le fer du foie. Exactement, ouais. Bravo. Mais normalement, c'est meilleur avec des épinards. Hein. Des épinards sautés à l'ail et tout, c'est très bon. Quoi. Donc voilà. Génial. Mais il y en a pas toujours. Et même moi, à la carte, j'en mets pas parce que je sais que c'est pas le plat. Enfin, sur des sommeliers, on le met de temps en temps, mais je peux pas le mettre à la carte régulière, entre guillemets, parce que ça sera pas consensuel. Génial. Voilà. Ça fait une éternité que j'en ai pas mangé. Quel est l'aliment qu'il y a toujours dans votre réfrigérateur? Le beurre. Ouais, moi, je suis une inconditionnelle. Il me faut ma dose quotidienne de beurre, sinon. Alors salé ou ça va pas pas salé? Ah bah, non, je suis un peu bretonne quand même. Donc, non, évidemment salé. Ok. Olivier? Je suis un peu breton aussi, mais je dirais les œufs. Ça se met pas au Mais c'est ce que frigo. j'allais dire. Ah non, t'as raison. Mais t'as oui, ça raison, se met on les met pas au plus frigo. réfrigérateur. Il y a plusieurs écoles. Ouais, il y a Je- plusieurs. Ah oui. C'est toi tu mets? Non, on les met Moi, je pas les mets au au frigo, moi. On les met plus depuis. Oui, mais c'est resté dans la tête. Mais des œufs, très bien. Ça, c'est vrai qu'en plus, valeur sûre, tu peux faire plein de choses avec des œufs, notamment des œufs au lait à la vanille. La vanille T'as raison, on amoureuse. les met plus au frigo. non Bien plus. sûr. Caroline? Le fromage. Mes amis américains comprenaient pas comment je pouvais toujours avoir 5 sortes de fromage dans mon frigo, même quand il n'y avait plus rien d'autre. Ben oui, c'est ça, c'est l'obsession française. Moi, c'est du jambon. Ah ouais. Ouais, j'aime bien le jambon. D'accord. Jambon blanc, jambon. Ouais, j'aime bien tous les types de jambon. Je change régulièrement, mais je veux toujours du jambon. Quoi. Parce que quand j'ai faim, je prends du jambon. C'est ça. Voilà. Très bien. Avec une tranche de beurre. Pain beurre. Avec du pain beurre, ouais. Voilà. Mais le pain beurre, c'est du pain de mie. Alors, il n'y en a pas dans toutes les boulangeries, c'est un certain type de pain de mie. Ah, c'est très spécifique. Ouais, c'est très spécifique. C'est pas la baguette. C'est pas la... Non, si j'adore la baguette, le pain beurre avec du beurre salé baguette, mais c'est pas ça qui est ma Madeleine de Proust. C'est un type de pain de mie. Et là, la boulangerie à côté de chez moi, elle vient de changer. J'ai vu ça dimanche et ils ont plus le pain de mie. Terrible. Heureusement, je redéménage, mais ça m'a perturbé. Ah ben j'imagine bien. Et les habitudes des clients, comme quoi. C'est Exactement. important. Ouais, exactement. Important. Avec qui vous rêveriez de partager une table? Toute époque confondue, mort, vivant, existant, fictif. Voilà. Pas forcément gastro. Hein. Des gens que vous admirez ou au contraire que vous détestez, vous avez envie de les voir. Voilà, on imagine, on ouvre le possible. Auguste Escoffier. D'accord, très bien. Il est souvent cité. Ouais, c'est très bien, je prends. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que dans mon délire, parce qu'on aime bien rêver, c'est moi qui s'ai fait la cuisine pour tout le monde et j'imagine voilà, la tablée. Donc j'aimerais bien l'avoir, Auguste, à ma table. Jean? Albert Camus. Ah, très bien. Ouais, ça- Pour la prof de lettres Alors, que je suis, c'est pas j'adore. pour le. Enfin, je sais pas ce qu'il aimait ou ce qu'il aimait pas. Mais bon, il a des origines méditerranéennes, donc il a sûrement des goûts. Et il est devenu français, mais c'est surtout pour le côté historique, le côté raconter des choses et voir un peu. Bah, je ferai un plat comprendre, algérien parce qu'il était algérien. Ouais, bien sûr. Mais après, en même temps, il a été. Enfin, politiquement, c'est assez intéressant, quoi. Et donc, du coup, je me dis qu'il y Super. aura un échange sympa, quoi. Je prends. Voilà. Les filles? Audrey Hepburn, que j'adore, et j'ai une photo sur la photo que j'ai sur mon téléphone, c'est elle qui avec un croissant qui est devant la vitrine de Tiffany's dans le film Breakfast at Tiffany's, que j'adore. Super. Audrey, on prend. Anne-Sophie Pic. Alors là, j'aimerais bien la rencontrer pour tout te dire, parce que les trois autres, pas possible, mais ouais. Et Sophie Pic, ouais. en plus, ça a l'air d'être vraiment une belle personne. Donc, Il paraît. ouais. Très bien. Qu'est-ce que pour vous cuisiner? Ça représente quoi? C'est quoi pour vous? Est-ce que vous cuisinez? Parce que j'ai parfois des gens, je dis cuisiner c'est, quelqu'un répond l'enfer ou pas moi. Et ça c'est drôle, j'adore. Donc de manière complètement transparente, cuisiner c'est. Ça serait le partage. Pardon. Tu as la parole. Voilà, le partage. Très bien. Oui. Moi, je sais que rien ne me fait plus plaisir quand je prépare quelque chose pour des amis que j'invite. Donc, j'essaie, on va revenir sur le côté développement personnel, mais j'essaie d'y mettre de la présence, de l'attention, de l'engagement, de l'intention, de faire plaisir. Je sais pas, je me dis que il y a un livre comme ça qui était sorti, je sais plus comment il s'appelle, avec citron dedans, tarte, et qui est l'histoire d'une femme qui cuisine, et justement, ça raconte que selon ses humeurs, selon
selon l'état dans lequel elle est, ce qu'elle va produire va pas être aussi bon. On dit souvent Bien ça, sûr. des chefs. C'est exactement Voilà, ce que si ça va j'allais pas, dire. ils ont eu Bien des sûr. contrariétés, etc. Dans l'assiette, ça va s'y retrouver. Donc voilà, j'essaie de mettre cet amour. Très bien. Olivier ? J'allais dire l'amour, pour résumer aussi. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Pourquoi l'amour ? C'est ma façon. Alors, je cuisine beaucoup plus pour, on va dire régulièrement pour les miens, pour ma petite famille, et puis pour les amis. Et je pense que c'est vraiment donner ce qu'on a pour qu'ils passent vraiment un agréable moment, qu'on éveille leur sens, qu'il y ait de l'émotion. Voilà, mais c'est un moment où je compte pas. Je compte pas le temps passé. J'aime bien Oui, c'est ça, cuisiner t'offres avec des ton bons temps, produits. Et j'apprends aussi, parce que j'ai pas une formation de chef. Mais on apprend toujours, Oui. même nous les Et chefs. j'improvise on beaucoup apprend. aussi. C'est bon ça, c'est la liberté. Et souvent, on n'arrive pas à refaire des super recettes, parce qu'on a bien noté. C'est ça, mais c'est pas grave. Mais c'est ça, Là la encore, c'est cuisine, hein. l'humeur. Oui. Caroline ? J'allais dire partage aussi, mais du coup, j'ai envie de dire voyage. Parce que j'adore les cuisines du monde et je trouve qu'il y a des Quelle cuisine en particulier t'attire le plus ? De quel continent ? vietnamien et mexicain. Ah oui, Rien à voir. effectivement. 2 continents. Grec aussi. Non, mais je pourrais en dire beaucoup. Génial. Iranien. Et la dernière question, quelle est votre définition de la passion ? Et oui, c'est très philosophique ici. Qui se lance ? Moi, c'est mon quotidien. Enfin, je sais que dans mon métier, si elle n'est pas là, la passion, ça ne fonctionne pas. Donc évidemment, elle n'est pas toujours là. C'est-à-dire que selon les événements de la vie, par moments, c'est un peu plus dur à trouver. Mais c'est quand même être animé par cette idée de transmettre, de partager, etc., de faire découvrir. Et aussi de goûter au quotidien des choses, de découvrir. Moi, faut qu'elle soit là tout le temps, quoi, le plus possible. Je dirais que c'est l'enthousiasme avec le cœur. C'est beau. Très joli. Moi, ce serait donner l'envie, quoi. Toi, tu penses à Johnny, toi. Ouais, l'envie d'avoir envie. Ouais. J'avais envie de le caser tout à l'heure parce qu'elle a dit il faut l'envie. Mais non, la passion, c'est l'envie, ouais. C'est l'envie. Très bien. Et donner l'envie aux gens. Olivier, c'est avec ça qu'on va conclure. Moi, j'ai souvent pensé que c'était lié au domaine artistique, à la musique, à l'art, la peinture ou autre. Mais en fait, je pense que c'est ce qui nous permet de nous lever tous les matins. Et la première idée qui nous traverse... moi, j'ai trouvé Fait Chef, mais je me suis passionné pour ce projet. Je ne sais pas pourquoi, mais il est passionnant. Et tous les matins, je me lève en me disant, mais voilà, à qui ça va servir ? Qu'est-ce que je peux faire de mieux ? J'ai ça à faire, communiquer sur un tel, etc. Ça m'anime depuis 5-6 ans et c'est un cadeau. Hein. Quand on trouve une passion, parce que je trouve que c'est un cadeau. C'est pas le lot de tout le monde. Non, c'est vrai. Mais ici, au studio, c'est le dénominateur commun. Tout le monde est passionné. Et passionnant, du coup. Bien, je vais conclure. Créer du lien, c'est exactement ce qui me passionne et j'ai senti que c'est votre élan également. La gastronomie ne s'est pas racontée seulement dans les assiettes, mais dans le studio, autour du micro, au cœur d'une tablée très souriante avec vous 4. Il y a eu des confidences, des regards qui brillent, des échanges vrais. Pendant 1 heure, le goût est devenu parole, le partage est devenu engagement et la passion s'est transmise d'une voix à l'autre. On a abordé la dimension expérientielle avant tout. Merci Olivier. Merci à toi. Merci Caroline. Merci. Merci l'autre Caroline. Merci. Et merci Jean-Eudes et à Merci. bientôt pour d'autres conversations vivantes. Ça y est, notre rencontre prend fin. J'espère que l'inspiration et l'immersion dans l'univers de tous mes invités vous ont mis l'eau à la bouche. La conversation vous a plu ? Les confidences vous ont ému ? Merci de laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et pour le propulser encore plus loin. N'oubliez pas de faire un petit tour sur mon site internet communique-passion.fr et de vous abonner à ma newsletter. À très vite pour de nouvelles aventures gastronomiques.